Vincent Cespedes, pour vous, quels sont en fait les points communs aujourd'hui qui existent entre tous ces mouvements de révolte qu'on voit émerger un peu partout dans le monde, de Beyrouth au Chili, de Hong Kong à Barcelone? Les points communs, on les connaît un peu. Il y a un ras-le-bol des taxes, de l'augmentation du prix, du coût de la vie quotidienne. Ça, c'est vraiment l'élément déclencheur. Et d'ailleurs, l'expression qui revient tout le temps, c'est « ça a mis le feu aux poudres ». Il faut bien garder cette expression parce qu'après, il y a l'huile sur le feu. C'est une question de feu, tout ça. Et donc, ce qui met le feu aux poudres, c'est un ras-le-bol d'une taxe de plus, le prix du ticket de métro augmente que de 3% au Chili. Donc, taxe WhatsApp voilà, exactement. au Liban. Taxe WhatsApp au Liban et autres. Donc ça, c'est important parce qu'il y a vraiment l'idée que la cocotte minute, elle perdure, elle peut durer des années, et qu'il suffit d'une étincelle pour que tout d'un coup, ça s'embrase. Il y a... Alors, en général, ça naît comme ça, un ras-le-bol, ça explose, et puis très vite, on va aller vers des revendications qui dépassent l'explosion du départ, des revendications en termes de représentativité démocratique, contre les inégalités économiques, c'est fondamental, c'est le point commun aussi. Il y a trop d'inégalités. Je crois qu'au Chili, c'est 1% de la population qui a 25% des richesses du pays. Donc, ces inégalités totalement outrancières révoltent les gens. Il y a aussi les réseaux sociaux qui permettent bien sûr de se coordonner dans les manifestations, mais qui permettent aussi d'avoir un embrasement simultané à plusieurs points géographiques simultanément. Ça, c'est du jamais vu. Et ce qu'on a vu il y a aussi des clins d'œil. Des clins d'œil, voilà, avec toute la pop culture qui s'infiltre, les mêmes symboles qui reviennent et autres, que ce soit Bruce Lee, Be Water, le Joker, V pour Vendetta et autres. Donc, ce que l'on a dans cet usage des réseaux sociaux est fondamental. Il est à la fois en termes d'organisation pragmatique, on peut communiquer, on utilise des messageries, et donc il y a une coordination, il y a si vous voulez, un appareil nouveau, un appareil logistique de coordination qui est incroyable, et de propagande aussi, parce qu'on n'est plus dans les tracts qu'on doit, au péril parfois de sa vie, mettre sur les murs. Là, ça se fait par les messageries, on envoie des affiches, des vidéos, etc. Diffusion d'informations en parallèle des médias traditionnels, on filme avec son smartphone. Et puis, une autre façon, et c'est là où c'est intéressant, une autre façon de réfléchir tous ensemble et d'avoir des points de comparaison avec des pays totalement différents, avec des problématiques totalement différentes. Ça, c'est notre monde que j'appelle la cybermodernité, et on a affaire à une explosion, les premières explosions, les premiers soulèvements populaires en termes de cybermodernité, c'est-à-dire où tout le monde est connecté. L'ultralibéralisme est une impasse, le Chili le montre, vitrine extérieure, tant que la cocotte minute n'explose pas, vitrine dans le monde entier, magnifique pays, etc. Et quand ça explose, on se rend compte que derrière la vitrine, il y a une accélération des différences sociales. Et je crois vraiment, on assiste à ça, à une explosion des vitrines. Un auteur, un germaniste que j'aime beaucoup, qui nous a quittés en 2016, qui s'appelle Philippe Ivernel. Philippe Ivernel, qui a traduit notamment Walter Benjamin, j'en parlerai tout à l'heure, lui, il dit une phrase que j'avais notée qui me semble résumer ce qui se passe. « Le réel n'existe que par ceux qui, l'ayant devancé, l'appellent de leur désir. L'histoire ne se fait pas seule. Pour qu'elle s'anime aux yeux de l'homme, il faut qu'elle soit passionnément voulue. » Et je crois vraiment qu'on a une sorte de crise mondiale de la passion dans le soulèvement. Ce qui est contagieux, c'est la passion humaine. Ce qui fait que des Hongkongais brandissent le drapeau catalan alors que c'est vraiment deux histoires différentes, c'est la passion que l'on a pour la liberté, la passion que l'on a pour ce que l'on se fait comme idée de la liberté d'expression, et la passion que l'on a pour éviter ces répressions violentes totalement démesurées et qui sont en plus décuplées par les smartphones et les médias alternatifs qu'on a tous dans la poche aujourd'hui. Donc on a affaire à un désir d'histoire. Au-delà de la lutte contre les inégalités, il y a vraiment des peuples qui disent on veut pouvoir compter, on veut prendre notre destin en main. C'est une explosion plus que démocratique, c'est vraiment philosophique. Tout d'un coup, ceux qui sont pauvres, qui se rendent compte qu'ils sont nombreux, ceux qui sont exclus, ce que j'appelais dans un de mes livres, la cerise sur le béton, j'appelais ça l'aphélie. Vous savez, en astronomie, l'aphélie, c'est le point de l'orbite d'une planète le plus éloigné du Soleil. Et politiquement, j'ai créé ce concept d'aphélie, c'est-à-dire le point dans la société le plus éloigné du centre du système.
du pouvoir politique. On a affaire à une révolution des aphéliens. Et les Gilets jaunes sont des aphéliens. Et certains chercheurs parlent de mondialisation de la révolte, en fait, et disent que c'est une forme de première. Alors, je ne crois pas. Moi, je n'ai pas cette analyse-là. Non, parce qu'en fait, il n'y a pas, à part des conseils tactiques qui peuvent se passer, tiens, on peut imiter les Hongkongais, ils ont trouvé telle et telle parade pour les gaz et autres. À part ça, il n'y a pas vraiment un système qui permet une analyse systémique des choses. Il n'y a pas, si vous voulez, le Marx du XXIe siècle n'est pas encore là. Et il nous manque ça. Et je pense que vraiment, la grande puissance, si on veut que tout ça aboutisse à des formes de démocratie beaucoup plus inclusives, créatives, et des formes, comment dire, de politique où, justement, la possibilité qu'on a de voter sur les réseaux puisse aussi déboucher sur des possibilités de s'impliquer plus profondément en démocratie, je pense qu'il nous manque de la pensée. Et ce que je vois, c'est une immense carence, en fait, de pensée. À la différence de mai 68, où c'était des étudiants, enfin, bon, je parle du mai 68 français, mais ça existe sur pas mal de campus, c'était des jeunes qui étaient en sociologie, en philosophie, et quand vous lisez les tracts, ce que j'ai fait, mais c'est des tracts, c'est une nouvelle philosophie qui s'esquisse à tel point qu'elle a influencé les plus grands philosophes comme Deleuze et autres qui ont été à l'école de mai 68. Ce ne sont pas eux qui ont donné leur philosophie à mai 68, tous reconnaissent une dette intellectuelle. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir une dette intellectuelle. On a une dette en termes de mobilisation. Les Gilets jaunes nous apprennent plein de choses. Ils ont donné des claques à pas mal d'intellectuels, dont moi évidemment, pour nous réveiller et nous dire « faut bosser ». Mais là, il y a vraiment un besoin de penser la synergie. Elle n'est pas pensée. Elle est de fait là, mais elle n'est pas pensée. C'est la prochaine étape. Et ça, à mon avis, ce serait totalement indestructible, car aucune répression policière ne peut aller contre les idées. Voilà, l'idée qu'on va être maître de notre destin, je pense que ça grimpe. On le voit un peu partout, même chez les Hongkongais, on le voit au Pays Basque, on le voit même au Chili. On voit des éléments comme ça. Profondément, l'enjeu, en fait, il est de sortir des démocraties marchées ou des pseudo-démocraties. Sortir de cette démocratie marchée, Angela Davis en parle et d'autres, c'est vraiment un enjeu fondamental. Ce rentabilisme, cette idée que quand les choses ne sont pas rentables en termes de culture, de santé, d'éducation, si c'est pas rentable, on doit éliminer ça. C'est ça l'ennemi, on le voit bien. Le problème, à mon sens, c'est que le logiciel qui a été le plus globalement, mondialement donné à tout le monde, le logiciel philosophique, c'est un logiciel assez anti-humaniste. C'est l'idée que finalement c'est le chacun pour soi, c'est l'idée qu'on est dans une concurrence des uns et des autres, et ça a été plus ou moins accepté en bougonnant, mais il n'y a pas vraiment eu de grande résistance par rapport à ça. Il y a un renouveau de l'humanisme à créer, il ne viendra pas à mon avis seulement des intellectuels, il viendra de la confrontation des peuples et de l'intelligence connective, ce que j'appelle l'intelligence connective. C'est l'opposition entre la résistance, je résiste à l'oppression, et la néo-résistance, je résiste en inventant du nouveau. Nous ne sommes pas encore vraiment dans la néo-résistance, nous sommes encore dans la résistance. Et à Hong Kong, est-ce que par exemple, on n'est pas un peu dans la néo-résistance? Et j'ai quand même le sentiment que là, ce qu'on voit à travers à Hong Kong, par exemple, la solidarité, il y a des images de gens qui se font arrêter, et tu as des manifestants qui vont attaquer le policier, pas pour l'attaquer lui, mais pour protéger leurs camarades, pour éviter qu'il soit arrêté, etc. On voit par exemple à Paris des manifestations de soutien des Gilets jaunes aux Hongkongais, on voit des réponses, donc j'ai quand même le sentiment qu'il y a cette forme, c'est pas nécessairement pensé, mais en tout cas, c'est dans les faits, il y a une envie de ça, il y a une demande de ça. Si vous voulez, on est en crise de réel, on est dans un monde virtuel, tout ça, ça se passe dans la virtualité. C'est vrai qu'il y a de la solidarité. Je vous relis cette phrase, le réel n'existe que par ceux qui l'ayant devancé, c'est ce qu'on n'a pas. Personne n'a devancé le réel. On ne peut pas raconter le monde que l'on veut demain pour nos petits-enfants. Et quand vous interrogez des Gilets jaunes, ils vous disent « je me bats pour mes petits-enfants ». Oui, c'est la difficulté à esquisser un futur souhaitable. Et j'insiste, ça viendra de tout le monde. Il faut que l'aphélie, il faut que les aphéliens et tous ceux qui les aident puissent penser le monde qui vient. Ça veut dire que tout le monde doit devenir un peu philosophe là-dedans, dans le sens philosophe dans la rue, bien sûr, pas dans les chaires d'université. La puissance, elle n'est pas dans une surenchère insurrectionnelle, où finalement le policier aura toujours le dernier mot, ou les chars éventuellement. La puissance, elle est dans une surenchère d'idées. Ce sont des idées nouvelles qui vont faire que l'espoir va revenir. Je ne suis pas dans la dénonciation justement de l'intellectuel, je suis dans la dénonciation du dispositif médiatique qui oblige en permanence l'intellectuel à se positionner moralement sur la question de la violence, plutôt que justement de pouvoir exposer ses idées. C'est que s'il est invité sur les chaînes info et qu'il décide de jouer le jeu. Mais qui, encore à mon avis, ont un rôle considérable qu'on ne peut pas éluder si facilement. La difficulté à avoir un débat démocratique pluraliste et créatif, qui demande quand même des séances plus que Facebook, plus qu'un post sur Facebook. Je ne sais pas ce que vous dites, hein, évidemment, mais qui demande des rassemblements dans la vraie vie aussi, dans le réel précisément. Ça, on a du mal, pour l'instant, on a du mal à le mettre en place. J'ai l'impression qu'on a du mal, non pas parce que le pouvoir nous en empêche ou BFM nous en empêche, j'ai l'impression qu'on a du mal
parce qu'il y a une stratégie de ceux qui nous gouvernent et de ceux qui finalement s'en sortent bien à bon compte avec ces inégalités et autres, c'est la stratégie justement de l'huile sur le feu. Je vous ai parlé du feu aux poudres, mais il y a aussi maintenant la stratégie de l'huile sur le feu. Et c'est vrai que l'huile sur le feu, que ce soit une répression délirante, que ce soit des déclarations qui mettent en colère, que ce soit des faux débats pseudo-démocratiques, cette colère légitime qu'on tire de tout ça nous empêche de penser. Et c'est une stratégie politique, c'est pas simplement mécaniquement on n'arrive pas à parler et à se rassembler. C'est une vraie stratégie qu'il faut penser politiquement, de court-circuitage du débat fécond et des idées nouvelles, avec une sorte de surenchère. Il suffit de voir Emmanuel Macron à Mayotte, le discours vide, oui, on n'a pas encore fait, c'est une question d'ingénierie, mais enfin, c'est de la techno-bureaucratie verbale. Quand vous voyez la criminalisation des émeutes par Piñera au Chili, qui parle de guerre, etc., etc. Donc on a affaire à de l'huile sur le feu qui est mis et qui rend fou le peuple. Et cette folie-là, il faut qu'on l'analyse. Un peuple fou de rage, qui a raison quelque part, est un peuple dans l'émotion, est un peuple qui ne va pas vouloir penser du nouveau, et il va être dans la réaction et dans le va-t-en-guerre. Donc il faut vraiment réfléchir que ça, c'est une stratégie aussi du pouvoir pour se préserver, que de rendre fou avec de l'huile sur le feu, et ça empêche le débat créatif, à mon avis.